Aujourd'hui une webconférence consacrée à la restitution de la veille technologique réalisée par le CETIM en 2020 pour les professions de l'imprimerie-emballage. Cette présentation sera faite conjointement avec nos partenaires de Vidoc et nous espérons qu'elle sera vous intéresser puisque elle se conclura par une discussion libre avec vous sur les thèmes techniques que nous avons abordés. Je vous prie au préalable, hein, avant de commencer, de nous excuser pour les petits désagréments que vous auriez pu rencontrer lors de l'inscription sur notre site internet, qui présentait des petits défauts suite à une opération de maintenance. Donc, j'ose espérer que tous ceux qui voulaient s'inscrire ont pu s'inscrire comme il fallait et que cet incident ne se reproduira plus. Donc, la veille technologique imprimerie-emballage réalisée en 2020 s'est traduit pour vous par la réalisation d'un certain nombre de notes de veille, en l'occurrence 6, telles qu'elles apparaissent à l'écran. Toutes ces notes de veille sont disponibles en téléchargement sur la mécathèque CETIM, qui est la partie documentaire du site du CETIM. Les liens de ces publications figurent dans l'exposé que l'on va vous faire, dont vous aurez une copie en fin de conférence, donc qui vous permettra de les consulter, de les télécharger. Et si vous aviez un souci pour les télécharger, bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers nous pour que nous vous facilitions l'accès à ces notes. Voilà, donc je vais laisser la main à nos collègues de Vidoc, Bruno et Christian, pour vous présenter dans le détail chacune des notes. Et nous terminerons par une petite synthèse des tendances industrielles et la discussion libre, hein, qui vous permettra de poser toutes les questions que vous pensez utile de nous poser à propos de ce qui a été présenté. Voilà, donc Bruno, Christian, si vous voulez intervenir, libre à vous, et je continue de faire défiler les slides au fur et à mesure. Bien, merci Henri. Christian Viana, donc de la société Vidoc. Alors, pour faire un petit tour des 6 notes de veille qui ont été réalisées sur l'année 2020, on a abordé essentiellement trois grandes problématiques. La problématique récurrente maintenant du développement durable, qui a concerné 3 notes. Donc, les nouvelles encres répondant aux exigences de développement durable réalisées en avril, les approches d'éco-conception pour une transition vers l'économie circulaire des emballages, réalisées en juin, et la déplastification des emballages, réalisée en décembre dernier. Le deuxième thème qui a été abordé concernait un focus hygiène. Alors celui-là, il nous a été largement inspiré de la crise Covid-19 qu'on vivait sur le moment. Donc au mois d'août, nous avons réalisé la note fonction antimicrobienne pour le packaging, sachant que c'est des sujets qui ont eu l'occasion de pas mal évoluer depuis. Et enfin, le dernier thème était un focus sur les problématiques liées à la traçabilité. Donc, une note en octobre sur l'électronique imprimée et la traçabilité pour le packaging. Et une note qui est arrivée en janvier 2021 sur Mécathèque concernant le suivi des chaînes d'approvisionnement et la blockchain. Donc, comme l'a dit Henri, toutes ces notes sont téléchargeables depuis la Mécathèque CETIM. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, si l'on revient sur la note sur les nouvelles encres répondant aux exigences de développement durable, cette note était constituée de 5 parties. Une partie générale sur la notion d'encre compatible avec le développement durable,
Notamment, on revient sur 3 catégories qui ont été définies, notamment les encres éco-efficaces, donc qui concernent les processus industriels où on va essayer d'améliorer l'éco-efficacité. Les encres biosourcées, donc qui prennent source dans la biomasse pour pouvoir être constituées, les encres ainsi que les pigments, et les encres biodégradables qui vont pouvoir être directement régénérées de façon naturelle. On a dans cette note un tableau récapitulatif des éléments biosourcés entrant potentiellement dans la composition d'encre. La deuxième partie est relative à aux exemples de recherche d'éco-efficacité chez les acteurs du marché. Donc là, on est vraiment dans les problématiques industrielles avec un certain nombre d'études de cas sur les encres éco-responsables et un exemple sur une imprimante qui admet les encres éco-responsables. La troisième partie est relative aux encres biodégradables et renouvelables, avec 2 exemples, notamment issus de la biomasse, un concernant le chanvre et l'autre concernant les algues, qui est un sujet assez montant. La quatrième partie concerne les encres et pigments compostables, donc avec 2 exemples, et la cinquième partie concerne des encres renouvelables à l'étude en laboratoire, donc là on est plutôt sur des TRL assez bas. Donc, je dirais qu'en conclusion, c'est vrai qu'au niveau industriel, il reste toujours difficile d'atteindre un objectif 100% biosourcé, 100% recyclable. Néanmoins, en fait, des progrès sont permanents et la recherche est quand même continue d'évoluer sur le sujet. Alors, pour reprendre quelques exemples relatifs à cette note, dans la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, ce que vous voyez sur la slide en haut à gauche est donc le rendu avec l'encre Inkjet Magenta ES-VP 6057. Donc, en fait, c'est des pigments de quinacridone qui ont été développés par Clariant, qui proposent quand même des couleurs extrêmement vives qui peuvent intéresser notamment la constitution de packaging. En fait, ces pigments ont été du fait que l'acide succinique, c'était un composé essentiellement produit à base de pétrole, a pu être produit à partir d'alternatives biosourcées. Donc, le deuxième exemple, c'est le processus Living Ink. Donc là, en fait, il s'agit d'encre faite à base d'algues. Alors, c'est vrai que la technologie est propriétaire. Donc, dans le processus qui est décrit dans l'image de droite, vous n'avez pas forcément le process en tant que tel qui permet d'extraire le pigment de l'algue. Néanmoins, voilà, il indique la possibilité de réaliser ce genre d'opération. Et enfin, le dernier exemple en bas à gauche concerne les encres admissibles par les imprimantes Hewlett-Packard, qui sont les Indigo Electro-Inks. Donc, en fait, c'est des encres qui ont reçu un certain nombre de certifications, dont la certification autrichienne de l'organisme TUV. Voilà. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, cette note est toujours concernant l'économie circulaire et le développement durable, revient sur la loi de février 2020 qui a été votée en France, qui est relativement conjointe avec une approche d'objectifs stratégiques d'économie circulaire qui, elle, a été dévoilée en mars par la Commission européenne. Et donc, cette loi dite AGEC, donc pour loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, propose une feuille de route qui doit aboutir notamment à horizon 2040 à la suppression des plastiques à usage unique. Donc, avec tout un tas de paliers qui sont détaillés dans la note
La note propose également un tableau mettant en lumière les 13 articles sur 130 qui seraient directement impactants pour les métiers de l'emballage. Donc ça, c'est dans la première partie. Ensuite, en fait, sur les 3 autres parties, on revient avec un certain nombre d'exemples sur justement les matières biosourcées, davantage recyclables et économes en matériaux. Donc là, en fait, on va quelque part s'inspirer des modèles déjà existants qui peuvent être inspirants par rapport aux résultats attendus par rapport à la loi. La troisième partie concerne 3 exemples pour des monomatières, parce que effectivement, ce qui est souvent un facteur limitant dans les process de recyclage et les coûts successifs de matériaux, qui fait que finalement, il est plus économe en énergie d'incinérer que de séparer les différents matériaux. Et dans ce cadre-là, les monomatières, ça reste quelque chose d'important pour la recyclabilité en particulier. Et enfin, on aborde des concepts alors qui vont peut-être pas concerner directement les fabricants d'emballage en tant que tels, mais qui sont, on dira, des processus qui vont petit à petit devenir concurrents à mesure que l'économie circulaire va battre son plein, et qui sont le packaging refillable, donc qu'on peut remplir à l'infini, et le concept du no package, c'est-à-dire de pouvoir constituer des produits en se passant de packaging tout en mettant en place des processus qui permettent un certain nombre de propriétés qui sont d'habitude dédiées au packaging, à savoir notamment la sécurité des aliments ou la protection des aliments vis-à-vis de l'hygiène. Donc, pour diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais reprendre trois petits exemples en fait liés à la note. Tout d'abord, effectivement, à gauche, vous avez le tube 100% bioplastique qui est réalisé à partir de biomasse de sucre de canne. Donc, le sucre de canne, en plus, a la propriété particulière lors de sa croissance d'absorber du CO2. Donc, je dirais que c'est doublement vert. Et en plus, il a une empreinte carbone qui est 50% meilleure à celle des tubes traditionnels. L'exemple du milieu, en fait, concerne une bouteille, ce qu'ils ont appelé la paper bottle, donc une bouteille en papier. En réalité, il faut savoir que la couche intérieure est quand même en plastique, mais qu'elle est constituée de 60% de plastique de moins que des emballages de ce type d'habitude. Donc, et en plus, la matière de la bouteille a été faite de sorte que l'on puisse facilement séparer, je dirais, la surface cartonnée de la surface intérieure plastique. Enfin, le dernier exemple, c'est la solution de monopaterio à base de polyolefine. Alors, c'est vrai que traditionnellement, dans l'emballage plastique, on prend plutôt du polyéthylène, du polypropylène ou du PET. Là, le fait de passer par des polyolefines permet une meilleure intégration dans les chaînes de recyclage. Et du coup, par rapport à ce type d'emballage, on n'a pas besoin d'utiliser des lamines intérieures en aluminium. Donc, pas besoin de séparer des matériaux. Donc voilà, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, on revient sur la problématique antimicrobienne, en fait, qui a été inspirée par l'épisode Covid. Donc, note réalisée en août, qui comprend 5 parties. Une partie marché, parce qu'effectivement, on s'est aperçu que le marché, enfin la taille du marché pour les chiffres qu'on a pu avoir de 2015 pour ce type d'emballage était de 7,28 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Et donc, pour l'instant, personne ne peut présager de la manière dont ce marché va évoluer.
mais compte tenu de la sensibilité aux questions d'hygiène dans tous les secteurs de la vie économique, on peut penser que c'est quelque chose qui va devenir un sujet, alors peut-être pas à la hauteur du développement durable, mais un sujet qui va être important durablement. Donc, ensuite, nous avons 4 parties qui concernent plutôt les solutions. Alors, en fait, notamment, on a 3 parties qui concernent des solutions avec des ions métalliques, donc qu'on a pu remarquer, des solutions à base d'argent, de cuivre et de zinc, et une dernière partie qui concerne d'autres types de solutions. Donc, je vous laisse prendre connaissance de l'ensemble des exemples qui ont pu être associés aux différentes parties, sachant que c'est vrai qu'on a remarqué que les solutions à base d'argent et de cuivre, dans une certaine mesure, avaient quand même été mises en lumière à la faveur de la pandémie. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, pour revenir sur 4 petits exemples, hein, vous avez à gauche le revêtement Finish Fit Microbe Protect 2400, qui est un additif qui réduit les bactéries et les virus, et donc qui, lui, possède finalement des nanoparticules d'argent. Alors, même si ce n'est pas en emballage, en haut à droite, vous avez les boutons de distributeurs de produits classiques que vous pouvez avoir dans des toilettes de gare, etc. Et en fait, le bouton possède la particularité d'avoir intégré le produit Biocote, qui est un produit assez connu, y compris pour les emballages alimentaires, et qui permet finalement de supprimer 99% des germes à la surface des boutons, quand bien même on pose les mains dessus. Alors, ce n'est pas effectivement une technique qui est directement appliquée sur un emballage, mais ça peut être très inspirant par rapport à des emballages, notamment des emballages rigides, qui pourraient être antibactériens. Donc, en bas, le troisième exemple, c'est un film de cuivre antimicrobien de la société coréenne Nam Marketing. Donc voilà, celui-là, il est à base de cuivre. Il a été notamment certifié par l'EPA aux États-Unis, donc l'Environment Protection Agency. Et enfin, le dernier exemple avec les brocolis. En fait, c'est une technologie propriétaire sur lesquelles les fabricants sont restés assez discrets, mais qui permet d'être intégré au plastique, justement pour avoir une capacité d'élimination de 99,9% des bactéries. Donc voilà pour les fonctions antimicrobiennes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, en octobre, une note a été réalisée sur l'électronique imprimée et la traçabilité pour le packaging. Donc, une note constituée de 3 parties, avec une partie identification et traçabilité des packaging, donc les capacités à le réaliser, une partie technique d'impression de circuits électroniques applicables ou potentiellement applicables au packaging, et des exemples d'électronique intégrée sur textile. Alors, effectivement, ces exemples-là ne concernent pas directement des emballages, mais peuvent être inspirants dans le cadre de transfert de technologie. Donc, je vous laisse prendre connaissance des différents éléments. Alors, on peut remarquer que malgré tout, dans ce domaine-là, l'usage est relativement limité pour les packaging. C'est quand même des concepts qui vont petit à petit intégrer les packaging, mais pour l'instant, en fait, il y a quand même des processus d'intégration qui demeurent relativement chers
Donc, la viabilité économique n'est pas toujours complètement garantie, à part pour, on va dire, de l'emballage de produits de luxe. Donc, si je reviens sur 3 petits exemples, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, avec le concept d'IMEC, TNO et de Cartamundi, ainsi que la puce flexible. Donc, ça permet en fait d'avoir, si cette puce est intégrée à un emballage, elle pourrait par là même communiquer avec des écrans tactiles pour pouvoir finalement très facilement fournir des informations. Donc, c'est une autre alternative à des moyens de communication tels que le RFID ou d'autres, mais qui pourrait gagner en utilité. Le deuxième exemple, c'est l'Intexar. Donc, c'est plutôt un exemple qui a été produit à la base pour le secteur du textile. Mais en fait, quand on voit la constitution de l'étiquette, on peut imaginer que des applications seraient possibles également sur certains types d'emballages. Voilà, et sachant que c'est un dispositif qui a été utilisé notamment par le fabricant de vêtements Ralph Lauren. Et enfin, je dirais dans le domaine qui concerne plutôt la sécurité des produits, vous avez le Circus Tamperloop Pro, hein, qui permet d'utiliser une technologie NFC et qui constitue un véritable saut numérique, donc très difficile à contrefaire avec des algorithmes de cryptage qui permettent vraiment d'authentifier les produits. Donc, c'est pour vraiment des produits de luxe qui ont besoin d'une authentification forte. Voilà pour cette note. Donc, pour la note suivante, la déplastification des emballages. Donc là, on revient sur les concepts de développement durable. Donc, une note qui a été réalisée en décembre dernier. On revient donc, la note est constituée de 3 parties. Une partie sur les plastiques biosourcés. Alors, oui, je fais un point pour les personnes qui n'auraient pas lu la note. C'est vrai que ce qu'on entend par déplastification, c'est pas tellement de dire qu'on va supprimer le plastique, mais c'est de dire qu'on va remplacer les plastiques constitués d'hydrocarbures par des plastiques, on va dire verts, donc qui seraient biosourcés. Donc, ça peut être soit ce type de plastique, soit effectivement remplacer le plastique par d'autres matières alternatives. Voilà. Donc, sur les 3 parties, en fait, il y a la première partie concerne les plastiques biosourcés, la seconde, le remplacement par un certain nombre de technologies papetières, donc des papiers cartons, et enfin une dernière partie sur des technologies alternatives. Donc, comme est dit sur la slide, c'est vrai que la déplastification des emballages obéit notamment aux impératifs de décarbonation des produits et également de frugalité, c'est-à-dire de l'emploi de moins en moins de matières potentiellement difficiles à être absorbées par le recyclage. Donc, je vous laisse prendre connaissance des éléments. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le premier exemple, donc, en haut à gauche, concerne les emballages de produits frais par un bioplastique réalisé par un groupement d'industriels australiens du secteur de l'agroalimentaire et également de l'emballage. En fait, ça permet d'avoir un emballage du coup à la fois rétractable et compostable, donc qui est particulièrement adapté à l'emballage de légumes. Et en fait, il est constitué à partir d'un bioplastique utilisant une résine végétale appelée Materbi. Voilà. Donc,
C'est réalisé par la société, enfin, cette résine est réalisée par la société Novamont. Le deuxième exemple à droite, donc c'est la gamme Seed Phytonutrient de L'Oréal. Donc, c'est des emballages qui s'inscrivent dans une politique plus vaste d'une gamme de produits verts, notamment sans traitement, enfin sans essai sur animaux, donc ce qu'ils appellent cruelty free, qui serait constitué d'éléments naturels à hauteur d'au minimum 93%, et pour certains produits 100%. Alors, il faut savoir qu'en fait, sur ces emballages, ils sont constitués à l'extérieur effectivement d'une enveloppe cartonnée, mais à l'intérieur, on a quand même du plastique, mais par rapport à des produits équivalents, il y a une réduction de 60% de matière. En outre, en fait, on a évité sur ce type de produit d'utiliser toutes les colles qui peuvent nuire à la recyclabilité, et donc dès qu'on peut, on a réalisé des systèmes d'emboîtage et de scellage n'utilisant pas de colle. Et enfin, dernier exemple, mais là on voit que c'est quelque chose qui pourrait rapidement se développer. En fait, donc le KitKat, qui appartient à Nestlé, est en train de tester sur son marché japonais un emballage 100% papier. Donc il passe du plastique au papier, et en fait pour avoir pour l'anecdote, pour avoir une expérience client un peu amusante, ils ont décidé de pouvoir transformer ces emballages en emballages d'origami. Donc, probablement plutôt à destination des enfants. Voilà, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, on arrive à la dernière note qui a été réalisée, qui est disponible sur le portail depuis janvier 2021, et qui concerne le suivi des chaînes d'approvisionnement. Alors, c'est vrai que cette note ne traite pas des emballages en tant que tels, mais plutôt du contexte global, on va dire, de la logistique dans laquelle devront évoluer les emballages à, on va dire, moyen-long terme. Donc, la note traite en trois parties. D'une part, des avancées dans les moyens de traçabilité des produits. La deuxième partie traite des moyens de cartographie de la chaîne logistique. Et enfin, on revient sur les moyens de la transparence sur les produits. Donc là, on est plutôt, autant les deux premières parties sont axées sur les utilités industrielles, la dernière partie est plutôt basée sur l'expérience client. Voilà, je vous laisse prendre connaissance des éléments. Mais à savoir qu'à mesure que l'intégration des chaînes logistiques augmente, eh bien, cela aura nécessairement des impacts sur les possibilités de traçabilité des packaging en tant qu'identifiant au niveau des produits. Voilà. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, du coup, trois exemples concernant le suivi des chaînes d'approvisionnement. Le premier, en fait, c'est un emballage qui a été délivré par la société Living Packets au profit de boulangers, notamment. Il s'agit en fait de réaliser un emballage réutilisable. Alors, un emballage secondaire, évidemment, mais qui va permettre d'interagir à la fois avec les acteurs de la chaîne logistique et avec le client final. Il est doté de plusieurs capacités, notamment un GPS, un écran tactile qui permet également de personnaliser le type d'envoi lors de la livraison des paquets colis. Et la capacité de ce type d'emballage est de 32 litres. Dans cette note, on a fait une large place aux technologies de blockchain, donc, dont un schéma est présenté sur la droite. Pourquoi la technologie de blockchain? Parce que
en fait, il s'avère dans la littérature que c'est une technologie qui va très probablement se démocratiser de plus en plus dans les années à venir, parce qu'effectivement, elle dispose de pas mal d'avantages très concrets, y compris la réduction des coûts, mais elle est complètement en accord avec la volonté de transparence souhaitée par davantage de consommateurs dans le monde. Et les questions de sécurité peuvent être réglées de manière efficace avec ce type de processus. Et enfin, un troisième exemple, une cartographie pour les sacs à dos X-Pack qui appartiennent à l'enseigne VF Corporation, au même titre que The North Face ou Timberland. Donc, en fait, ils ont fait pour une centaine de leurs produits, une centaine des produits de l'enseigne, ils ont réalisé la cartographie de l'ensemble des circuits d'approvisionnement en matières premières pour réaliser les articles. Donc voilà, et ça c'est disponible pour tout un chacun sur le site. Donc ça c'est un aspect marketing intéressant. Ça a aussi un aspect, je dirais, proactif par rapport aux critiques qui peuvent être faites de la mondialisation, notamment dans les échanges et les circuits d'approvisionnement. Voilà, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, je crois que j'en ai fini pour l'explication un petit peu détaillée des 6 notes qui ont été réalisées sur l'année 2020. Donc je ne sais pas, Monsieur Pépin, ce que vous souhaitez, soit on aborde les questions relatives aux notes tout de suite, soit on enchaîne sur les tendances pour le court moyen terme. Il faut que je remette mon micro pour que vous m'entendiez. Oui, on enchaîne sur la synthèse. Vous pouvez commenter les 3 planches finales. Oui. Faut que tu les remettes en partage, Henri. Oui, je les remets en partage. On en repart. Alors, oui, alors diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui, en fait, bon, alors là, rien de nouveau sous le soleil, mais c'est vrai que les tendances de long terme, quand on aborde l'emballage dans une perspective socio-économique, comme ça a été fait cette année, on va continuer à aller toujours plus loin dans le développement durable et le fait à la fois de réduire le packaging en général, mais aussi de mieux sourcer les matières et de mieux recycler les matières. La traçabilité, qui reste, je dirais, dans la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, quelque chose d'extrêmement important, sans compter effectivement la lutte contre les contrefaçons en général. L'expérience client, c'est quand même un domaine qui monte, à mesure que je dirais la compétition des entreprises s'intensifie. C'est vrai que quand beaucoup de produits se ressemblent, c'est l'expérience client qui, au final, va faire la différence dans la vente des produits. Et donc, les emballages doivent prendre en compte ce facteur-là pour pouvoir proposer des produits de plus en plus non seulement attractifs par rapport au design, mais également qui proposent autre chose que les fonctions de base de l'emballage. Et enfin, c'est vrai que le packaging va devenir, c'est peut-être pas un scoop, mais davantage intégré dans la performance du produit en tant que tel. Et notamment, ça se retrouve dans le fait de repousser les dates limites de consommation, par exemple, ou ça peut être également
faits dans les packaging, on va dire clean, qui vont être propres, qui vont permettre en fait d'améliorer le rapport à l'hygiène qu'on a vis-à-vis du produit. Voilà, diapositive suivante, s'il vous plaît. Et donc, en fait, on a une tendance qui est plus conjoncturelle et qui va être la tendance à avoir des emballages qui sont de plus en plus proactifs en matière d'hygiène, donc des emballages bactéricides ou virucides, et également le fait de pouvoir minimiser le contact avec l'emballage le long de la chaîne logistique. Donc là, c'est outre l'emballage, c'est d'autres process qui sont à trouver pour créer des produits qui seraient contactless ou contact safe. Voilà pour les tendances telles qu'on peut les voir. Alors, autre sujet, c'est vrai qu'en ce moment, je ne vous apprends pas que c'est assez compliqué de réaliser des salons conférences. On vous a mis un certain nombre de salons du packaging qui seraient organisés à compter de juin. On a remarqué que pas mal de ceux qui étaient organisés au premier semestre de cette année avaient tendance à repousser ou annuler. Donc voilà, ça peut être... Et il y en a pas mal également qui organisent des sessions de type visioconférence pour la participation au salon. Donc voilà pour certains éléments de réflexion pour nourrir, je dirais, la discussion sur les futures notes de veille ou les futures actions de veille. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous laisse la parole, Monsieur Pépin. Oui, donc